Nous sommes en direct avec les soignants de l'hôpital de Rennes. Pourquoi on vient vous voir? Parce que vous êtes en lutte depuis maintenant de nombreux mois pour l'hôpital public. Kevin, vous avez à ce titre publié une vidéo que vous avez montée sur une musique du chanteur HK. Votre clip a été diffusé sur les réseaux sociaux. Il rencontre un grand succès. Qu'est-ce qui vous a animé? Déjà à la base, quand on a voulu faire ce clip, c'était collectivement avec tous les collègues des urgences. Et c'était pas un clip revendicatif, c'était vraiment plus un hommage à tous les soignants et tout le personnel qui travaille aux urgences et notamment à l'hôpital. On a essayé de penser à tout le monde, aux agents administratifs, aux agents de bio-nettoyage, d'entretien, de sécurité, etc. Et après, il y avait deux choses. Il y avait la première chose qu'on voulait dire, c'était qu'on aimait notre boulot, qu'on aimait l'hôpital public et ses valeurs, et qu'on voulait défendre et essayer de sauver parce qu'on a peur pour lui, pour l'avenir. Et la deuxième chose, c'est qu'on voulait tirer la sonnette d'alarme d'un ras-le-bol général de tout le personnel qui est fatigué, qui est épuisé par la surcharge de travail, par les sous-effectifs, par la montée de la violence. Et donc voilà pourquoi on a fait ce clip. D'accord, tout de suite, on va le lancer et on va pouvoir le regarder et le commenter ensemble très rapidement. Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour le nôtre. Voilà enfin venu le jour où on les applaudit. Aux petits soins, aux grands secours, elles protègent la vie. Soigner les gens, petits ou grands, elles en ont fait le serment. Depuis 10 jours, depuis 1000 ans, depuis l'aube des temps. En pleine nuit, le souffle court sur la corde raide. Elles s'oublient, elles accourent quand quelqu'un crie à l'aide. Et quand elles n'auront plus d'elles, qui viendra les sauver? Qui se dévouera pour elles comme elles l'ont toujours fait? Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour le nôtre. On les aime, on les admire, mais voilà qu'elles réclament qu'on les aide à nous guérir, et soudain c'est le drame. Des masques et des gants pour faire face, demande-t-elle la lune? En première ligne et sans défense, au comble d'infortune. Rendons-nous compte, c'est une honte, comme on les expose. On les essore un peu plus fort, jusqu'à l'overdose. Et quand l'une d'elles un jour se plaint, le président réplique: il n'y a plus de moyens pour l'hôpital public. Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour leur... Alors pourquoi il y a encore moins de 2% cette année par rapport au taux d'activité qui augmente de 4%? On diminue les budgets. Non, on les diminue, je suis désolée, ça vient d'être publié les chiffres de Madame Buzyn. Les chiffres sont baissés. Et en tout cas, au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services. Des fermetures de services faute de personnel. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel. Il y aura un jour d'après, il y aura demain. On y sera, nous sommes prêts, et de nos propres mains, nous bâtirons ce monde où règne l'entraide et le secours, où celles qui soignent et qui enseignent recevront chaque jour la protection qui leur est due, notre reconnaissance. Que leur vocation ne soit plus la cause de leur souffrance. Au crépuscule d'avril, qu'enfin les choses changent, que l'on ne mette plus en péril la santé de nos anges. Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour le nôtre. Elles se
se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres, pour leur honneur et pour le nôtre. Elles se dévouent pour les autres, pour leur honneur et pour le nôtre. Yvonne, vous venez de passer une nuit aux urgences. Vous ne vous êtes pas encore reposé, hein, vous sortez de garde. Ça a été une nuit difficile. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette nuit, puis la réalité des urgences aujourd'hui en général? Ce qu'on voit dans le clip, est-ce que le travail que j'ai fait hier soir, qui était abondant avec les brancards qui débordaient, ça fait des années que c'est comme ça. Si vous voulez, ce clip, on aurait pu le tourner, les images des brancards qu'on voit, qu'on peut plus passer, ça fait des années que ça aurait pu être tourné. Ce clip-là, ça n'a rien à voir avec le Covid en soi. Et voilà, la nuit a été compliquée, mais on se serre les coudes et puis on fait du mieux qu'on peut. Ouais. On demande une seule chose, grosso modo, c'est de faire notre travail, et notre travail, c'est de soigner les gens. Point. C'est pas trop compliqué comme demande jusque-là. Pour ça, on le répète encore, il faut des moyens, il faut donc des moyens matériels, il faut plus de lits, il faut plus de personnel. Mais cette année, la différence avec le Covid, c'est que ça a montré que quand nous, on prenait un peu les rênes et quand on commençait à prendre des décisions, c'était plutôt efficace, comme l'ont reconnu des personnes très haut placées. Et donc, du coup, on voudrait aussi, je pense, pour que ça aille mieux, on voudrait participer aux prises de décision, on voudrait un peu plus avoir la main sur ce qu'on fait. D'accord. Cécile Vigneault, vous êtes médecin et chef de service. Vous faites partie du collectif Interhôpitaux. Là, le constat qu'on fait, donc le collectif Interhôpitaux, il s'est créé effectivement à la suite du collectif Interurgence, associant des médecins, des paramédicaux, des usagers, et c'est très important, et tout le personnel de l'hôpital, des soignants et des non-soignants. Et nous, ce qu'on veut, c'est défendre l'hôpital public comme un bien commun. Le constat qu'on fait à l'heure actuelle, c'est que le Covid a mis un petit projecteur sur l'hôpital et les difficultés de l'hôpital, mais comme le disait Yvonne, les brancards dans les urgences, ça fait des années, et ça fait des années qu'on voit l'hôpital se dégrader, et surtout les conditions de travail dans lesquelles on travaille et on accueille les patients se dégrader par défaut de moyens et par des ONDAM, c'est-à-dire l'enveloppe dédiée à la santé en France, qui diminue tous les ans, malgré un vieillissement de la population. On a mis le projecteur, mais on n'en peut plus de travailler dans ces conditions, et il y a une vraie perte de sens, du coup, parce qu'on devient pas capable de travailler correctement, voire maltraitant dans certaines situations. Alors, vous avez participé aux négociations nationales sur l'hôpital en juin et juillet. Comment ça s'est passé ? Alors, moi, j'ai participé au nom du collectif Interhôpitaux à un des piliers, au pilier simplification de la gouvernance du Ségur, donc en juin-juillet. C'était très intéressant parce qu'il y avait tout le monde, et encore une fois, il faut qu'on travaille tous ensemble et pas les uns contre les autres. Nous, on est pour travailler tous ensemble, et on était tous là autour de la table, des directeurs, des médecins, des paramédicaux, des syndicats, etc. Et le constat, et les 150 pages du rapport Nota, ils montrent bien, le constat il est fait, le diagnostic il est fait, que l'hôpital est en souffrance, que l'hôpital n'a pas assez de moyens, que l'hôpital, c'est pas un manque d'organisation comme l'a dit M. Macron il n'y a pas longtemps, c'est simplement que la loi HPST a fait quelque chose de très transversal avec Sarkozy qui disait il y a un seul chef à l'hôpital, c'est le directeur, et on oublie d'écouter les soignants, les paramédicaux, les non-soignants, les médecins et les usagers surtout. Et donc ce constat, il a été fait, qu'il fallait mettre plus de moyens, qu'il fallait simplifier les strates, qu'il fallait écouter tout le monde et gouverner tous ensemble. Mais malgré ça, les 33 mesures qui sont issues de ce Ségur, elles sont homéopathiques. Voilà, une petite revalorisation salariale qui sur des petits salaires n'est pas du tout négligeable, mais laisse les paramédicaux en dessous du seuil de l'OCDE, ce qui est quand même incroyable. Et qui ne suffit pas, nous on ne demande pas que du salaire, on demande de pouvoir travailler correctement sans perte de sens de notre travail et sans glissement de tâches par manque d'effectifs, etc. J'ai une question pour Kevin. Le clip que vous avez diffusé a reçu un écho important, hein. Il a bien circulé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça raconte pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bah, je pense que les gens sont sentis concernés, ils ont été touchés par les images. Et on a eu d'ailleurs plein de soutiens, plein de messages qui affluaient de un peu partout en France, et notamment de plein de soignants d'autres services d'urgence qui se reconnaissaient dans ces images-là. Donc ce clip, il a été fait à Rennes, mais il aurait pu être fait dans n'importe quel service d'urgence de France. C'est le même bazar partout. C'est les mêmes problèmes partout, je pense. Et alors, parmi le bazar, comme vous l'appelez, il y a la question de la violence. Ouais. Comment ça se traduit, la question de la violence? Bah, la violence, elle se traduit, moi je la distingue un peu en 3 catégories. Il y a la violence physique, vraiment les agressions physiques des patients qui sont souvent alcoolisés ou sous emprise de stupéfiants. Il y a la violence physique aussi, mais des patients qui dépendent plus de la psychiatrie, qui sont soit en rupture de traitement, en crise délirante, etc. Et la violence institutionnelle, donc des gens qui attendent des rencarts et qui comprennent pas pourquoi c'est aussi long, parce qu'on a un manque de personnel, un manque de lits, on ne sait pas où placer ces gens-là. Donc, ils sont déjà dans un milieu qui est stressant, aux urgences, c'est déjà pas habituel pour eux. Et voilà, ça fait qu'il y a une tension qui monte et que ça peut vite déraper. Et voilà. Et j'imagine que pour vous, soignants, de voir les conditions dans lesquelles vous êtes contraints d'accueillir le public, c'est quelque chose qui touche au plus profond de votre profession, de votre raison d'être. Oui, forcément, c'est fatigant. On est soignant, on vient pour soigner des gens. Travailler dans ces conditions-là, c'est pas normal, c'est épuisant. Il y a plusieurs collègues qui quittent l'hôpital ou qui veulent même carrément arrêter le métier parce qu'ils sont dégoûtés de travailler dans ces conditions-là. Alors, Even, vous avez été, je crois, ces dernières semaines, détaché sur le Covid et en particulier sur les réa, sur la réa. À quoi avez-vous assisté? Comment ça s'est passé? Quelles ont été les conditions de travail? Alors en fait, par rapport à hier soir, j'étais détaché dans des réa, mais alors pas les réa des patients Covid. J'étais dans les, étant donné qu'il y a eu un espèce de ruissellement, de glissement, on a dû monter des réa dans des salles de bloc opératoire, des salles de réveil pour des patients qui d'habitude sont en réanimation. Mais là, les réanimations étaient occupées par des patients Covid. Donc voilà. Donc, bon, j'ai vu pas mal de choses, mais ce qui en ressort comme conclusion et ce qui est valable à Rennes comme dans plein d'autres CH, c'est que contrairement à ce qu'a dit Macron et qu'a parlé d'innovation, le mot le plus exact c'est plutôt le camping et la débrouille. Franchement, il fait pas bon ne pas être en forme en ce moment. J'ai trouvé que nous demander de faire ça, on l'a fait avec le cœur parce que comme toujours, comme depuis 10 ans, comme depuis 20 ans, ça tient parce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes et on se débrouille et on s'arrange et on court d'un service à un autre pour chercher du matériel quand il n'y en a pas. Mais ça, c'est ce que j'ai fait là depuis un mois, mais ça, c'est ce que je fais depuis 10 ans. Et parler d'innovation dans ces conditions-là, ça me révolte parce que j'ai passé des nuits extrêmement stressantes, beaucoup plus qu'aux urgences au final, parce que j'étais dans un service qui n'était pas le mien, avec des gens que je connaissais pas, avec des patients qui n'étaient pas stables. Mais ça, j'étais pas le seul dans ce cas-là. Et voilà. Et tout ce discours, bon voilà, le boulot il est fait, ça commence à aller un peu mieux. Et ça va passer encore une fois, mais comme ça passe tous les ans, comme ça passe tous les hivers, bon an, mal an, il y a des gens qui restent sur le carreau, on ne le saura pas trop, c'est pas grave, et puis on passe à l'année d'après, et puis la direction a fait ce qu'elle peut, voilà, moi j'étais volontaire d'ailleurs pour y aller, mais c'est parce que là-haut les bonnes décisions sont pas prises, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien qui est mis en place. Je suis désolé, moi ça me choque un peu de voir qu'on se vante de prendre un avion pour envoyer un patient du Sud-Est et de l'emmener à Rennes, on appelle ça une innovation. Eh ben non, moi ça me scandalise rien que pour une seule chose, c'est que c'est un manque de respect envers la famille. Enfin, la famille qui est dans le Sud-Est de la France, qui a un patient qui est dans un état grave de Chambéry, elle fait comment pour aller le voir à Rennes? Ça, c'est pas une innovation. Si ça se passait bien, il n'y aurait pas besoin d'avion, il n'y aurait pas besoin de transfert de patients, il n'y aurait pas besoin d'ouvrir des réa dans des blocs opératoires et de mettre des mecs comme moi dans des situations extrêmement précaires. Voilà. Je suis désolé, mais je n'ai pas dormi, je suis un peu énervé. Non, mais c'est très clair, hein, et c'est une réalité. Je parle même pas des étudiants avec qui j'ai travaillé qui sont exploités, je parle même pas de... Enfin, voilà. Parlez-en, ça nous intéresse. À Trois-Carènes, ça va, mais dans le sud de la France, par exemple, ils sont en stage, mais employés comme ils font des boulots d'aides-soignants. Voilà, les étudiants IA, les étudiants IBOD, voilà. Je sais pas quoi dire un autre encore.
Je trouve que quelque part, les patients Covid sont des patients un peu riches et un peu luxueux parce qu'on a mis les moyens pour ces gens-là. Mais à côté de ça, là, moi, j'étais avec des patients qui avaient des pathologies cardiaques, respiratoires et tout, et on envoie des cas comme moi où j'avais pas de médecin sous place, avec des étudiants qui sont stressés parce qu'ils savent pas comment leur formation va se reprendre, et on gère les patients comme ça. Et voilà. Ça me choque. Bien sûr, la réalité que vous décrivez, hein, c'est que l'hôpital aujourd'hui tient par l'engagement de ses personnels, l'engagement entier, ce qui permet au navire de continuer à avancer. Mais la réalité des soins, c'est que les soins sont affectés, la qualité de l'accueil du public est affectée. Cécile, dans les actions que vous menez aujourd'hui, est-ce que vous avez chiffré, est-ce que vous avez avancé sur les moyens dont l'hôpital public a besoin aujourd'hui pour retrouver une qualité de soins à la hauteur d'un pays développé comme la France? Alors c'est difficile, hein. Moi je ne peux pas chiffrer. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà il faudrait arrêter de nous demander des économies. Comme on fait depuis 10 ans, c'est-à-dire que dans la loi de sécurité sociale qui est en train de passer là au Parlement, alors on a l'impression qu'il y a des milliards qui ont été mis en plus, mais en fait ces milliards c'est pour absorber le Covid, parce que comme a dit Yven, on a fait beaucoup de choses pour les patients Covid, ce qui est très bien, mais on a mis beaucoup de moyens. Donc si vous enlevez de cette ONDAM, hein, qui est l'enveloppe dédiée à l'assurance maladie, qui est une enveloppe, faut le rappeler, on définit à l'avance combien on pourra dépenser pour la santé, plutôt que de dire on a dépensé tant et on rembourse. Donc c'est bien de ne pas faire n'importe quoi, mais on définit une enveloppe qui est fermée. Donc là, on l'a élargie pour l'année prochaine pour tenir compte du Covid, puis pour tenir compte de ces augmentations de salaire dont on a parlé. Et si vous enlevez tout ça, on demande encore 1 milliard d'économies à peu près aux hôpitaux pour l'année prochaine. Donc 1 milliard d'économies, ça veut dire qu'on ne pourra pas embaucher, parce qu'en fait, nous, on demande de l'argent, pas pour demander de l'argent, pas pour augmenter forcément nos salaires, etc., mais pour augmenter les petits salaires de l'hôpital, soignants et non soignants, parce qu'il y a tout le personnel autre, Kevin l'a bien dit dans son clip, il voulait rendre hommage à tout le monde, on a besoin de la sécurité, de la blanchisserie, etc., donc augmenter tout le monde, et il y a des oubliés dans le Ségur, faut pas l'oublier. Et puis augmenter les effectifs pour avoir des ratios soignants-soignés, enfin soignés-soignants, qui soient corrects. Là, on a tiré les ratios, c'est-à-dire qu'avant, on était à une infirmière pour 8, on est passé à une pour 10, une pour 12, une pour 15. Voilà, en fonction des endroits, en fonction des circonstances, ça varie un peu. Mais vous imaginez bien que dans le même service, quand on est passé d'une infirmière pour 8 à une infirmière pour 12, avec des malades qui sont plus lourds parce que plus âgés et parce que les gens restent moins longtemps à l'hôpital avec l'ambulatoire, etc. C'est-à-dire que sur les 12 malades, c'est 12 très lourds malades et il n'y a plus de malades qui sont entre guillemets sortants, eh ben, vous allez continuer à attendre 3 quarts d'heure pour qu'on réponde à une sonnette. Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on ne peut pas. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est des moyens pour pouvoir augmenter les effectifs et améliorer, d'une part, la qualité de vie au travail de tous les personnels hospitaliers, quels qu'ils soient, et d'autre part, augmenter surtout la qualité des soins des usagers, parce qu'on est dans l'hôpital public et que l'hôpital public, c'est un bien public, c'est pour tout le monde et on veut soigner tout le monde correctement. Et quand on voit les images du clip, on voit bien qu'on peut effectivement, on ne fait pas notre travail correctement, et si les gens s'en vont, c'est parce qu'ils ont cette perte de sang, c'est pas parce qu'ils n'aiment plus leur métier. Alors il y a des réactions sur Internet, beaucoup de messages de soutien, hein, sur Facebook, des questions, mais des questions assez directes. C'est qu'espérez-vous en fait? Est-ce que vous espérez encore quelque chose? Est-ce que Pas là. Je ne serais pas là. Sinon, vous ne seriez pas là. Voilà. Vous pensez, j'imagine, que l'action collective et combinée des personnels hospitaliers et du grand public et du public en général et des citoyens français peut permettre d'inverser la tendance, d'inverser la réalité? Peut-être. Cécile, oui. On espère. Il y a une pétition qui avait été lancée il y a un peu plus d'1 an maintenant, au moment où on a créé le collectif Interhôpitaux, qui encore une fois rassemble aussi les usagers.
par Marie Desplechin. C'est elle qui avait lancé la pétition, qui a rassemblé quand même 350 000 signatures et qui a permis de mettre le problème de l'hôpital public au programme du CESE, le Comité économique, social et environnemental, qui a rendu un rapport qui va tout à fait dans le même sens que ce que je disais tout à l'heure et de nos actions. On a été entendus à ce titre, que ce soit le collectif Interurgence ou le collectif Interhôpitaux, et ils ont entendu beaucoup de soignants. Il y a eu une participation énorme au CESE, à la plateforme du CESE. Ils n'avaient jamais vu ça. Donc je crois que les gens, la crise Covid a bien montré que les gens étaient attachés à leur hôpital public. On avait fait une manif le 14 février de déclaration d'amour à l'hôpital public, qui avait rassemblé du monde. Et puis on espère bien que dès qu'on pourra sortir un peu dehors, on pourra organiser une grande manifestation avec le public un dimanche pour montrer notre amour et montrer l'importance qu'il faut l'importance de redonner des moyens à l'hôpital public pour qu'on puisse vraiment travailler correctement, encore une fois. Yvonne, un mot là-dessus sur les espoirs? Oui, comme dit Cécile, si on n'en avait pas, je serais pas là, je suis en train de dormir. J'ai bon espoir aussi que la prise de conscience de pas mal de gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'hôpital, qui savaient pas trop comment ça se passait, va pouvoir nous aider un peu à avoir un peu plus de poids. Pas mal de gens moi j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient comment vous aider, comment faire, à qui j'ai répondu juste attendez, voilà, prenez la mesure des choses, et puis quand on aura besoin, on vous le dira, et à ce moment-là, il faudra venir avec nous, et forcément, plus on sera nombreux, plus effectivement on pourra avoir de poids, en espérant, ouais, et à relayer l'information surtout. Ouais, Kevin, bien sûr. Kevin, un mot sur le futur, sur l'espoir, sur ce que vous espérez. Alors, pardon, j'ai pas entendu la question. C'est la même. L'espoir. Quel espoir aujourd'hui? Où est l'espoir pour vous? L'espoir, il est qu'on se sent soutenu par la population. Je pense que nous, on aime vraiment notre boulot, on aime l'hôpital public. Je pense que les gens aussi, vu tous les messages de soutien qui affluent. Après, l'espoir, il va falloir continuer à mener des actions. Il va falloir penser à l'année prochaine. Il y a des élections qui vont arriver aussi, donc voilà, un bon espoir pour la suite. Merci, c'est bien de finir sur ces projections vers les mois et les semaines qui viennent. Merci encore à tous les trois. Merci à Yvonne. Yvonne, bon repos. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Ouais. Et on va continuer à suivre vos actions à l'Humanité sur le site humanité.fr. Merci beaucoup. Merci et on de se nous dit à avoir bientôt. l'opportunité de parler. Merci, Ouais. bonne journée. Salut. Bonne journée. Au revoir.